François Bon, tiers livre. Il ne se passera rien dans cette vidéo que moi, lisant, je ne sais pas encore combien de temps, j'ai juste décidé que ce serait sans montage. C'est un livre qui s'appelle Impatience, chez Minuit, en 1998. À moins que ce soit pour se jeter là, comme ça, un auteur n'a aucune raison de rouvrir un livre à lui, anciennement publié. Peut-être parce que, à tel moment là, dans le présent, on cherche quelque chose qu'on est à tâtons, qu'on sait que peut-être quelque chose va advenir, mais sans qu'on puisse le palper ou le saisir. Le roman ne suffit pas, ni la fiction. Les histoires sont là, dans la ville, qui traîne dans son air sali, suspendu aux lumières, ou très haut qui résonne dans les rues vides, les rues comme mortes des quartiers sans enseigne. On préférerait un pur documentaire, on préférerait la succession muette des images, un carrefour et son feu rouge, un arrêt de bus aux bandes plastiques sans personne, une entrée d'immeuble avec des boîtes aux lettres. On préférerait l'inventaire étage par étage des noms et des vies, avec les lieux traversés et les phrases que chacun prononce quant à ces lieux qui sont la vérité pour lui de sa trace sur la terre. Et cela multiplié par l'infini des hommes pris dans les étages de la ville, cela qui ne constitue pas fiction ni roman, mais l'inventaire exact de la ville devant nous. Comment le représenter ou le construire, comment imposer que nous n'ayons pas à l'inventer, mais seulement à le rejoindre. Que la vérité qu'on cherche pour soi-même est dans l'excès de tout ce que la ville assemble. Le livre qui décrirait cela se suffirait à lui-même, et c'est pour rejoindre cette surface de l'aventure dispersée et insuffisante des hommes qu'on recréerait l'illusion de sa représentation, cela qu'on nomme ici dispositif noir, lieu de parole qui pourtant n'est pas plus que ce livre qu'on dresse pour les capter et les renvoyer sur la ville. L'homme qui a affaire à l'excès intérieur est nerveusement assis, et parmi ce qu'il dit, on entend impatience. Je parle dans la colère. Cela prend dans la surface ordinaire des choses et en entier l'affect, et tout ce qui est l'apparence normale du jour maintenant est un piège à votre intention dressée. Est aussi l'égarement qui vous prend et la fuite qui, à vos propres yeux, vous fait passer pour faible. Il dit de façon maintenant claire, on vit comme normalement et tout soudain est un poids qui vous enferme et assomme, on étouffe, cela prend par la gorge et le ventre, vous, c'est la victime et le monde entier, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas, l'homme se lève et dit, et la ville ce jour-là tremble, et l'enfermement clos de tous ces signes, et la vue encadrée comme si toute sensation venait par ses limites fixes, et dans la tête cela ronge l'impuissance. On reste dans sa chambre et contre les murs même, on voudrait lever le poing, et ce jour-là on le fait et on hurle. Il se rassied, puis dit, rien d'autre à faire donc que de s'incruster dans cet angle aigu d'où tout se retire, qui n'est pas soi-même. S'enfermer jusqu'à la fatigue suprême, tourner en rond, il répète « Impatience, je parle dans la colère ». La femme, qui renvoie au dehors ce qu'elle n'accepte pas, est droit sur ses jambes et dit « Je parle dans la colère ». Elle dit « Légitime est de s'en prendre au visage faux du monde et à ce qui en lui est tordu et cassé. Et je suis calme et posé et tranquille. Et je pose devant moi la ville et ses pouvoirs comme en haute balance. Et ma parole est le fléau. Elle dit, et je garde en moi le reproche que j'adresse à la ville et au monde. Et dans ma tête fière et dans le haut des épaules et derrière la lumière des yeux, c'est ce reproche qui m'anime sur tout ce que
Ce reproche désigne que ma parole pèse. Elle dit, et c'est se dresser face à l'ordre du monde, se tendre la main, un instant s'ériger contre l'ordre et le remplacer par un autre, éphémère et provisoire, né de l'excès même où collectivement on s'est mis et qui ne lui survivra pas. Et elle répète, impatience, je parle dans la colère. Le dispositif est de ciment nu. On s'aperçoit que derrière le plateau noir sont murs de ciment brut et laissés tels. On s'aperçoit que les fauteuils, au lieu d'être dans le théâtre qu'on connaît, mais c'est peut-être un effet de lumière, sont dans une lèpre comme d'un édifice désaffecté où dominerait le ciment nu. On s'aperçoit qu'autour des mots est absence de décor, et qu'autour de ceux qui reçoivent les mots, les lumières et l'artifice découpent ces effets de lèpre par la rossité de matériaux non nobles. On s'aperçoit que les mots sont dans une coque en dehors de l'artifice, ou que l'artifice ne rejoint pas, tandis que partout ailleurs subsiste l'illusion qu'on peut fabriquer ici, dans l'enceinte close et protégée, qui se nomme théâtre, et en accomplit le rite, un réel à la mesure de celui qui, dehors, nous entoure. À ce moment, le plateau est vide, éclairé pauvrement, à demi-jour, et c'est la salle qui est sculptée par l'effet des lumières. Sous les lumières qui les éclairent comme d'un réveil, les faces sont blanches avec des éclats rouges, les regards juste des taches noires plus mobiles qui les trouent. On se découvrirait sous les lumières qui n'éclairent plus le plateau, presque maquillés. Ce sont eux qui ont amené avec eux les mots du dehors. C'est cela que signifie la lumière. On éclaire les cerveaux, ceci n'est pas du théâtre. La voix reprend, toujours nette, sur l'espace nu et vide de la scène. Ceci n'est pas du théâtre. Même si on en respecte le rite, ce que nous représentons n'est pas la ville, mais les mots qui la nomment, mais les mots qui la nomment, que nous séparons d'elle comme nous-mêmes, nous sommes isolés d'elle. Autour de nous est une ville qui n'a plus de mots. Image de la ville. Barre blanche d'un immeuble avec des voitures garées au pied et personne. Rue droite avec maison à étage, rideaux ou volets et porte grise en bas avec accumulation de sonnettes et rien qui dit la vie qui s'y mène. Rue commerçante au soir quand ferment les boutiques, qu'on rentre les inventaires et que continue de passer, mais maintenant comme chacune séparée, isolée des silhouettes pressées. Ou bien une place avec un jet d'eau arrangé devant un monument fixe et l'irruption ici de l'escalier d'un parking souterrain. Et hors le bruit du jet d'eau, la lumière pâle d'un distributeur automatique de billets, rien qui soit présence ou activité. Dans la vitrine fermée d'un marchand de journaux restent les gros titres avec photographie qui n'intéressent personne. Et c'est cela qu'on voudrait dire et ramener, et pour le tenir en suspens quand chacun en dispose à l'intérieur de soi, on a dressé ce qu'on dit, dispositif noir, et jeu pluriel de paroles qui ne disent pas la ville, mais la colère ou le manque, où on est devant cette implacable totalité plastique de la ville immobile et muette. Une voiture sur une rocade qui file, un rond-point dans une zone industrielle, la crasse qui reste sur le carrelage des gares, la lumière clignotant orange du camion qui passe à la fin du marché ramasser les déchets. Le premier des acteurs paraît à l'arrière, sur le plateau tout au fond, et dit « Fable de la colère des hommes dans le monde ». Et celle qu'ils enferment et qui les ronge comme celle qui les rassemble contre l'ordre établi du monde, et tout aussi bien ce que sereinement on pense et on affronte, pensant le comment va du monde, et toute cette geste qu'on subit à distance et qu'on ne bouleverse pas quand la pensée voudrait simplement l'annihiler, dégager comme sur un chantier on fait sous la lame du bulldozer de Remblai.
Le second acteur vient de suite, sur le devant du plateau, tout devant, et dit « Fable sans histoire, sans objet, mais faite de ce qui viendrait en relief dans le volume noir comme filament coloré suspendu, détail précis qu'une parole évoque, surface dure d'une friction de l'homme et du monde où rien qui pourtant y heurte ne parvient à bouleverser ce qui est établi, mais surgit en éclat sur la totalité complexe du tableau, comme si, oui, chaque point du tableau avait connaissance de tous les autres. Ensuite, et de nouveau avalé par la loi recommençante du temps, un matin vient encore sur le monde, et c'est la même histoire, partout reprise et rejouée. Le troisième acteur traverse en diagonale l'espace éclairé à pauvre demi-jour et dit « Fable qu'on puisse s'isoler de la ville et ici la refaire. Ce que nous refaisons, c'est les mots séparés de ce qu'ils nomment. Autour de nous, l'entendez-vous, la ville est morte qui n'a plus de mots. Les mots sont ici, trop de mots. Monde sans mots, carrière de nous, là-bas, au-dessus, tout autour, nous avons laissé. La ville est muette parce que ces mots sont ici. Vous les avez amenés avec vous, qui n'êtes plus là-bas pour la nommer. Elle est ville, muette et en sommeil. Elle est ville, vide, parce qu'il n'y a plus ni enseigne, ni parole, ni annonce, ni visage. Pendant le seul temps qu'ici nous partageons, nous l'en avons dépouillé. Et quel poids cela confère à ce que nous partageons, et ne cessera que lorsqu'ensemble nous l'aurons décidé. Écoutez le dehors muet de la ville. La silhouette du fond reparaît, comme fuyante ou effrayée, et crie, dit le narrateur, chant 1 de l'impatience dite, courir dans la ville et crier, les murs de ciment sont muets, hurler au coin des rues, au carrefour, et les yeux qu'on croise ne se détournent pas, marcher contre les portes de fer et de vitres, et serrer les poings et cogner, et derrière ils ont actionné les fermetures automatiques, et ils rient de vos efforts, et se retourner encore, et au milieu des voitures, se dresser là, et tendre les bras, et leur dire, verser entier ce qu'on a sur le cœur et la bile, et eux klaxonnent et vous frôlent, mais leurs vitres remontées, ils ne vous entendent pas. L'homme qu'on ne voyait plus surgit maintenant du second plan, les ignore tous, eux qui restent sur le plateau noir une fois qu'ils y ont paru, parlant comme pour lui seul, disant « L'image d'une eau verte et sombre, et dedans sont les serpents. L'image d'un sol dur, pierreux, et dessus sont les serpents. L'image de végétation humide, haute et dense, et dedans sont les serpents, la femme ayant surgi après lui du même point sombre de l'espace, ajoutant, et dans le coin ou recoin ordinaire et usuel d'une chambre où on vit, le nœud abject et serré des serpents, et marcher. Dans l'appartement même où on vit et la rue qu'on pratique chaque jour, on le fait pieds nus. Et c'est très difficile, tant sont nombreux les serpents. L'homme venant et continuant, et dans le corps et jusque dans la gorge, c'est gros et gluant. Cela se pousse à l'extérieur de vous. C'est comme aussi l'angoisse quand on n'y peut plus rien. Le serpent. Dans l'homme et parmi les hommes rampe maintenant le serpent jaune. Tous s'en vont sauf lui et elle, comme au début, que le narrateur revient écouter, elle terminant. Et maintenant l'image des bétons dressés de la ville et des rubans orthogonaux de bitume, et sur le même volume se superposent les serpents, et c'est accuser et mordre. Qu'est-ce qui nous intéresserait encore du roman? Il continue pourtant. Si c'était l'accumulation d'histoires mièvres et artifices de sujets ou non posés avec effet de réalité, la ville est plus forte, quelque chose de désagrégé dans ce monde, et en construire pourtant représentation, non plus roman, mais le dispositif même des voix qui nomment la ville et tâchent de s'en saisir. Non plus roman, jamais, mais cette seule force comme organique qu'il a laissé en lui grandir, continuer à lire parce que ça représente.
forcé de continuer à lire parce qu'une attente, ce qui va surgir est tranché, ce qui va s'écrouler et se débarrasser de l'armure, ce qui va pourrir et faire fumier à une autre pousse. Et c'est cela qu'on cherche encore aux mots qui nomment la ville, et c'est ce qu'elle a transformé en vidant de leur substance ce qui la constitue, puisqu'elle-même est cette substance, et vide les corps comme ceux qu'on promène dans le grondement des autobus, la presse aux arrêts ou l'indifférence aux caisses des supermarchés, l'afflux morne stoppé au feu rouge, enfin la régularité de toute circulation piétonne, depuis le bas des escaliers d'immeubles jusqu'à la sortie, au soir des bureaux, aux cafetières électriques branchées dans les salles de service des hôpitaux et des écoles, et ainsi de suite. L'homme qui était assis est debout, front posé contre le mur du théâtre, et dit « On macère seul ce qu'on n'ose pas exiger des autres envers soi-même. On rumine seul ce qu'ils ont dit et fait et qui nous semble maintenant une eau louche où tout se reflète de travers et la surface de la tête se brouille, qui est ce par quoi on raisonne, dit et voit. » Elle s'arrête de marcher, reste au milieu de la scène et dit « On accumule lentement ce qui chaque fois vous éraille comme vraiment sur la peau une écorchure faite. C'est dans les mots entendus et les choses constatées, et cela peu à peu en vous s'alourdit et vous rehausse, vous donne autre consistance devant la ville et le monde qu'on accuse. Il dit, on ressasse, et nul interlocuteur, nulle réponse. On marche dans une pièce close, et ce qui reste et vient jusqu'à vous de l'immense humanité extérieure est plus fort que les murs de la prison. Un bruit, la variation d'une lumière et pensée même. Elle dit, et c'est soi-même se frottant à la peau du monde, ne s'y pas soumettre. Et c'est soi-même marchant dans le monde, n'acceptant pas le chemin tracé, et c'est soi-même roulé ou moulé dans le monde, émergeant soudain de l'empreinte et faisant pour cela appel à toute ressource en soi-même et tout excès. Je ne me contraindrai pas. Et la première liste, dressée par l'acteur, maintenant dans une lumière soudain drue et blanche, les deux autres acteurs tout près de lui, par le corps. Impatience, je dis impatience, et parle pour celui-ci et celui-ci, celui qui longtemps a travaillé ici et ne le peut plus, et c'était une usine de roulement à billes, ou une grande aciérie, ou une imprimerie, ou une filature textile, ou bien une mine. Celui qui longtemps a vécu dans la ville et ne la reconnaît plus parce que le grondement qui vient des bords s'alourdit et qu'on n'y connaît plus les têtes et qu'un bâtiment neuf de bureaux gris a remplacé une façade qu'on aimait. Celui qui continue d'arpenter sa terre et n'y trouve plus goût. Les machines travaillent et la surface continue des champs à augmenter, mais le dédain et la dureté ont rongé ceux qui faisaient l'ancien tissu. Ils sont partis, les villages et écoles sont vides. Celui qui gardait les phares et qu'un automatisme remplace, celui qui réparait les objets fins et mécanismes de métal et on ne répare plus, celui qui dans l'usine faisait modeleur ou outilleur et la fonction a disparu, celui qui tenait commerce de détail, celui qui veillait aux éclairages publics, impatience en chacun et tous, impatience dans la bouche et dans les mains. Pareil l'homme de la rue, il dit « Les rues trop longues et parfois ternes et par-dessus encore les bars et les cités au nom plus marquant que celui de la ville. Le bruit et l'envahissement, les marchandises et les lumières artificielles de la consommation organisée, tout ce qui est fait pour capter les yeux et les pas, non un par un mais en masse anonyme. Le tissu gris de rue et l'autre tissu noir des rails qui vous en sort et le bruit parfois qui semble jusqu'à tel bout de parc préservé tout près d'où les avions partent vous poursuivre ténus et tenaces. Dans la nuit, les lumières jaunes en carré, toutes levées pareilles, et la force que cela prend dans les lumières rasantes du soir ou les horizons de nuit, l'accumulation des hommes dans la ville devenue totale.
Cela qu'ici on nous a légué, tout ça mis ensemble, et ce qu'on y croise comme une poignée resserrée d'humanité parce que le sol est si chargé de ces villes que sous les autoroutes on voit les usines fermées et que les entrepôts gagnent et qu'au pied des escaliers, ceux que dans la journée on laisse là. Pourtant la vie tout court, avec ces marchés, ces gens qui balayent, ceux qui sont au comptoir et ceux qui conduisent les autobus, et puis ceux qui, le soir, dans les brouillards, font leur sport. Au matin, les cars et les rails lourds de tous ceux qu'on emmène pour l'activité des bras, des mains, de la tête, ceux qui vont au travail et sont un moment dans la ville lourde marée qu'on prend le matin et qu'on ramène au soir, l'atelier des hommes ramassés dans une poignée de ciment entre autoroutes et rails et cités de villes bouleversées. Et l'homme tressaillant, au menton sec, aux bras maigres et front haut, se présentant comme philosophe, surtout il parle au comptoir, vient devant les autres et dit « Est le possible, le cours de la vie ?» Les circonstances, toutes choses sont obscures. Et tout savoir entre certitude et incertitude est flottant et plane. Tout doit être ébranlé et nous-mêmes ne pas exiger autre chose de nous. Au contraire de tout apaisement, au contraire de toute assurance, penser est le tourbillon où s'enfoncer vertigineusement ultime et extrême. Et dans le constant et périlleux voisinage de l'incertitude la plus haute, nécessairement et avec dureté, marcher, frôlant l'erreur. Celui qui n'a pas compris cela ne sait pas ce qu'être homme veut dire. Est-ce que d'abord tout n'est pas ébranlé, l'obscur et soi-même, avec le reste? L'homme qui rêve vient et dit « c'est des rêves ». Il insiste. Toujours les mêmes rêves, les rêves qui font peur. Il dit, par exemple, j'ai un cheveu dans la bouche très fin, qui tient bien, pas moyen de l'arracher, ça glisse, pas de prise. Puis j'ai peur, ça ferait trop mal. Sa racine tout au fond dans un coin, je sens qu'il se colle à la langue tout du long pour venir se glisser dans le coin des lèvres, ça m'énerve. Il faudrait s'introduire une paire de ciseaux dans la bouche, mais je pourrais couper que le bout, là où ça dépasse de la gorge, je le fais, mais ça repousse, une heure n'est pas passée. Il faut que je parle à des gens, je sens que déjà ça s'est remis dans le coin de la lèvre, que ça dépasse, ça m'énerve. Ou bien encore, il revient celui-là. Devant la glace, je prends des ciseaux. Je me coupe les cils, puis les sourcils. L'œil gauche que je vois dans la glace s'agrandit, affiné d'un bleu-vert intense, chargé de tendresse. Je le pense, ça, dans mon rêve, chargé de tendresse, et aussi les mots bleu-vert. D'une tendresse que je ne m'étais jamais connue. Mais à proximité de cet œil nu, le reste du visage m'apparaît distendu, déformé. Je passe donc à l'œil droit, mais ça résiste. Les sourcils sont trop drus, trop développés vers la tempe. Quant aux cils, je m'y prends mal. Je ne suis pas à ma main, je les arrache extirpés avec la racine ou je me pince durement. Dans les deux cas, ça me fait mal et la douleur persistante, continue, me semble provenir d'un point unique, situé tout au fond de l'œil. L'œil droit, comme l'autre, m'apparaît agrandi, mais un globe dépourvu de cils, repoussant et terne. La coronée jaune, craquelée d'un labyrinthe rosâtre, épais. Je sais que la défiguration est définitive. Je suis triste. Je sens que jamais plus je ne pourrai m'arracher à cette contemplation d'un visage, le mien, dissymétrique, abîmé. Et puis le mur, il dit, c'est un mur. Devant moi, j'ai un mur. Devant mes yeux, j'ai mes ongles. Les graviers dessous s'incrustent sous ce qu'il me reste d'ongles, puisque, écorchés et rognés, mes doigts ne guérissent plus. Ils continuent de saigner, faiblement, parce que cela s'imbibe taches brunes dans l'excavation poreuse de ciment. J'ai déjà passé le plâtre, c'est le ciment que j'attaque en raclant, m'écorchant encore. Pourtant, si mince, ce mur, isolé au milieu d'un paysage sans obstacle, un mur tout droit,
qui n'enclôt rien. On voit bien où, là-bas, sur la gauche, il commence et où, là-bas, sur la droite, il finit, nettement, d'aplomb par un léger pan coupé. L'âme tombée droit sur le paysage désert, sous un ciel qui voudrait l'écraser de la paume, paysage ouvert, un ciel tourmenté avec orange ou rouge, de grands nuages qui sont des bandes colorées couchées sur fond d'acier lumineux. Je vois dans mon rêve nettement les couleurs des nuages. En haut, les couleurs, en bas, le gris. Un mur comme un ruban plus blanc sur le fond gris. Un mur pas très haut. Il faut venir à le toucher pour s'apercevoir qu'il dépasse juste un peu d'où la main peut atteindre en sautant. Déchirer, percer, s'acharner. Amincir suffisamment et un dernier coup de poing suffira. La suite sera facile, je le sais. Il suffira d'agrandir la brèche. Ce sera long, mais j'y arriverai, moi ou un autre, puisque bien sûr, je ne suis pas seul. D'autres s'y sont essayés sans parvenir. On voit leur passage à cette hauteur où il est le plus commode de creuser, à niveau de poitrine, tout le corps pesant sur les ongles par les bras, comme une mousse, sinon sur le mur, avec le léger fendillement de l'âge. Reprendre une de ces ébauches abandonnées, non, comme les autres, j'ai d'abord cherché un pan de surface lisse. Les autres, j'en ai aperçu 2 ou 3 de chaque côté, creusant comme moi, loin, trop loin pour que nous parlions. Il n'y a pas de retour, pas de fuite possible. Je suppose que ceux qui sont venus et sont tombés, on a dû les enlever, nettoyer. La brèche nulle part n'est encore faite. Déjà, longtemps de ça, le plus près de moi, sur la gauche, je l'ai vu finir, comme ça. Il s'était mis à racler, griffer, de toute l'étendue de ses bras, par soubresauts, puis de longues périodes au contraire, où il caressait juste le ciment, sans s'avancer, jusqu'à se mettre le visage contre ce début de cavité qu'il avait creusé. Je n'osais pas trop regarder, et s'approcher pas question. Il était pourtant avancé, bien plus avancé que moi, mais il était déjà là quand moi, j'étais arrivé. Il s'était mis à creuser des dents, cogner du front. J'ai pas vu quand ils l'ont enlevé. Devant moi, la poussière tombe régulièrement. Mes doigts ont mal. Quand ça saigne, j'essaye de gratter plutôt du tranchant de la paume. Après la brèche, mes doigts cicatriseront. Si j'ai mal, c'est que j'avance. Que chance m'est laissée de parvenir. Je ne devrais pas me regarder les mains, ne regarder que le ciment devant, penser à la brèche, au lendemain, la peur, ne pas tenir, continuer seulement. Il faudrait les dents, le front, non, ne pas. Continuer, ne pas donner tout le corps, retenir. Et la sueur passe du front au mur, et le sang des ongles au trou. Ne pas les dents, non. Quand je mets les dents, le rêve s'arrête. Il dit, c'est un rêve qui revient. J'ai peur. Disparaît l'homme des rêves. Chant 2 de l'impatience souterraine. Lumière égale et neutre sur le plateau noir. Juste une silhouette fragile et comme distante. Elle dit « Et sous la ville sont galeries grises par où on traverse sans voir. Et sous la ville sont tunnels où on vous transporte sans possible regard d'un à l'autre, mais debout et pris dans la masse de fer vibrante. Et sous la ville sont galeries et fausses vitrines à éclairage jaune où les marchandises vulgaires s'étalent et sont les mêmes pour tout besoin de chacun. Et sous la ville sont les marches qui descendent au boyau noir où sont les câbles et les fils et les arrivées d'eau et de gaz et le retour de ce qui est usé et sang. Sous la ville, est-ce un tissu de choses convoyées, visibles ou invisibles, qui sont ce par quoi la ville tient les hommes? Et sous la ville sont les autres villes, l'histoire piétinée des hommes et femmes d'avant, et les maisons d'aujourd'hui ont repoussé sur leurs caves et la chair d'aujourd'hui dressée sur les eaux dans la terre.
Et sous la ville encore, on descend aux alvéoles grises où sont nos carapaces mobiles de fer et de vitre. Sous la ville, les tunnels et parkings, et nul n'a plus ici-bas de regard pour un autre. Ce serait au cinéma qu'on aurait seulement vu ses doigts, peut-être un regard, rien d'autre, sauf à la fin, elle, silhouette qui s'enfuit. Dit du narrateur avant qu'il se fonde aux silhouettes qui viennent à lui le rejoindre. L'acteur, le philosophe tressaillant, la femme, l'homme. Et sont parmi tous invisibles hordes grandissantes que haine et rage commandent, et non pas leur extériorisation manifeste, mais leur visage de cygne et comme la fêlure du monde maintenant sur leur visage d'homme. Ceux qui n'ont rien, que l'habit sur eux et le chien à leurs pieds et l'arrogance et mépris pour ceux que la lame des villes n'a pas ainsi à ses bords repoussés, et la provocation qu'ils sont par bouteilles vidées et tatouages affectés, et la crasse et l'injure traînant encore la rue quand au soir elle se vide et s'attroupant par bancs comme privés même des mots par où tout déborderait, et privés de la fatigue même parce qu'ils n'ont pas l'âge et que mieux vaut, pense-t-il, casser. Horde de haine rentrée et rage affectée comme ce qu'il faut de signes où la ville interdit le repli dans les circonvolutions confortables du crâne, quand les autres penchent le front sur la vitre, ou quand les autres se jettent sur un lit même froid, ou quand les autres marchent dans une pièce trop connue par cœur, avec son canapé et la commode et le frigo et l'armoire, dans la lumière encore blanche qu'en pleine nuit renvoie la ville et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on ne sait pas s'arrêter. Et quand les autres épuisent le trop-plein nerveux d'être à quelques verres encore de trop dans les néons et le bruit, mais il faut argent sonnant, horde de haine et de rage quand les rues sont vides, eux s'abritent au chantier dans les appartements sans porte ou se replient dans les caves et exigent laisser-passer. Et pire, le visage blafard, les imperméables crèmes et blousons de faux cuir de ceux que le vol inspire. Et le visage neuf des hordes mauvaises, fournissant avec sourire froid, arrangement inefficace contre la misère, et on leur laisse la place, un frigo ou un appartement, un petit boulot, et ensuite venez donc avec nous coller des affiches et amenez-nous vos amis, et cette place on la leur laisse, et les villes s'enfoncent puis basculent. Et ils sont troupeaux froids, on ne les reconnaît pas des autres. Et ce qu'ils ont dans la tête est comme nager dans une eau froide. Une paralysie peut prendre qui nous saisirait tous. Et les bouches volent, on doit encore les subir. Et tous ceux qui muettement dans l'ombre mêlée du peuple appuient l'excès vertigineux du mépris. Horde de haine bien pire. D'être mêlés et invisibles, ils touchent salaire et serrent au matin des mains et croient leurs propres mains blanches quand leur visage contaminé de la bouche vole est déjà cadavre parmi nous. L'homme de la rue repasse et parle. Lui n'est pas dans l'espace représenté qu'acceptent les autres. Autour de lui maintenant comme figurant d'une foule anonyme et muette, peuple usé de la ville. Un peuple est venu, au travail indifférencié, au goût ceux de tous, à l'emploi du temps pareil et content de leur sort s'ils peuvent avoir voiture, deux voitures, téléviseur dans la chambre, un peuple nouveau venu de visages trop calmes et moi, au contraire d'eux, je ne renonce pas. Un peuple est venu auquel on a retiré la résistance et la révolte. On les habille et les nourrit. Les films proposés leur conviennent le soir pour s'endormir. Peut-être qu'encore on regarde un magazine. Ils vivent par couple dans des bonbonnières. C'est le petit confort offert qui tout affadit. Et moi, au contraire d'eux, je me tiens en cette chambre nue et la solitude exacerbée qui m'entoure, je la revendique. Ils sont la croûte d'un monde périmé qui les manipule. C'est ce qu'il y a dessous qu'il nous faudrait à bras le corps prendre et secouer. Elle dit,
L'homme à côté d'elle, côte à côte ou très proche, maintenant comme jumeaux dans le destin qui les rassemble malgré leur monde séparé et distinct. Et c'est comme lessive de mots pour les débarrasser de la gangue sale du monde et y marcher de nouveau, tête haute et la nuque raide. Elle dit, et c'est jeter les mots juste contre les choses fausses, s'imposer à leur face, et comme nous lèverions ensemble les mains, et ensemble marcherions par les rues, crier ce qui nous semble dans nos bouches et devant nos yeux, l'expression juste, une plus juste place à l'assignation des choses. Elle dit, c'est comme une lessive de mots et en soi-même retrouver sur face blanche ou demeurer calme. Pour l'instant, on y glisse et s'y cogne. Peut-être cet instant, sur le grand plateau, des ébauches de mobilier citent un intérieur quelconque dans la ville, cela qui les rassemble, elle, la femme, lui, l'homme, mais sans mur ni cloison, peut-être juste là, sur le plateau, une chaise, une table, un canapé. Revient le bruit de fond de la ville, la parfaite illusion du réel. L'homme de la rue n'appartient pas au théâtre, il s'en moque même. Il a tête nue et vêtements ouverts, et ceux qui surgissent du sous-sol par l'escalier devant lui l'ignorent, lui qui dit de l'état du monde ce jour, plainte, révolte et bravade. Voici liste de ce que le jour vient tordre sous notre face pour la pousser à bout, la pauvreté sous le luxe et l'immobilité sous les envol, les mains vides face aux mains qui œuvrent et le chemin contraint devant l'ensemble des chemins possibles et la bouche qu'on doit taire et celui qui parle et que personne ne vient d'entendre et le lot d'être traité par paquet de 1000 au parking des supermarchés, la route à infini qu'est le temps de la ville et les yeux éteints et les yeux brillants mêlés, et tant pis, et la route infinie qu'est le temps de la ville, et les yeux éteints et les yeux brillants, mêlés, et tant pis pour ceux dont les yeux brillent. Et les trois, je règle toujours un petit peu le son, c'est difficile. Il y a le silence de la nuit, c'est étrange de lire ça, parce que je revois les images qui avaient provoqué là, telle chose, et puis cette bascule aussi, 98. Ouais, moi j'avais déjà un ordinateur, j'écrivais sur un Mac PowerBook portable, mais il n'y a pas de téléphone portable, par exemple. On parle des télévisions, c'est plus du tout la même chose. Les journaux, c'est pas du tout la même chose. Bon, peu importe tout ça, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui reste d'un livre si le monde s'en va, alors qu'on essayait de dire la peau du monde. Alors toujours dans cette espèce de théâtre inventé. En partie, ça avait même été écrit. J'allais souvent à Nancy une fois par semaine, et il y avait un train de nuit que je pouvais prendre, un train qui venait d'Allemagne, mais qui arrivait à Gare de l'Est à 7h du matin, donc c'était facile après moi de continuer à revenir chez moi. Mais il fallait attendre 2h30 du mat pour voir cette espèce de train là qui surgissait dans le brouillard. Et puis il fallait ne pas s'endormir. Et j'avais l'autorisation de rester dans la grande salle du théâtre. On me laissait un peu les lumières allumées. Après je sortais par la sortie de secours. C'est un petit peu comme ça dans cette salle de théâtre vide, le plateau, le droit d'aller marcher sur le plateau avec la petite servante que ces textes sont venus, sans vraiment dire au départ l'idée de publier. Puis quand ça s'est rassemblé, quand ça s'est solidifié, à ce moment-là, je l'ai apporté à Jérôme Ladon aux éditions de Minuit. C'est le dernier livre que j'ai publié chez eux. Et les trois acteurs sur le théâtre sont dans le décor de planches sans autre issue que le vide devant eux où ils parlent. Un acteur se sépare des deux autres et dit « Voici le dit des choses de l'argent ». Qu'un monde en gris et noir et colonnes de chiffres prétendent imposer loi à l'ordre ancien de la terre et l'argent vient à l'argent par jeu d'écriture. Et les mannequins maigres à calvitie et cravate qui s'en préoccupent sont secs à leur intérieur parce qu'ils ne connaissent plus ni la mer, ni la glèbe, ni le marteau sur le fer, ni le chemin rude d'avancer dans les éléments hostiles. Et supériorité des fausses valeurs, ils en sont responsables. Le jeu des banques et des taux et des bourses, on s'en moque et c'est un incendie qu'il faut dans les lieux de l'argent et tant pis si les mannequins y brûlent tantôt dedans, ils sont secs. Et le second s'avance et dit « Voici le dit des choses du pouvoir.
La soumission du pouvoir à un ordre préexistant, hiérarchisé du monde, pourvu qu'il les flatte. La soumission de quiconque accepte situation de pouvoir à celui qui l'exerce au-dessus de lui, et cela dont il se venge en poussant à bras les rouages usés du monde injustifiable, et ceux qui, dans leur bureau, parce qu'ils ont paye et costume et signature de papier, décident des choses ordinaires, celles du ciment et de vivre. Les sourires et courbettes qu'ils ont pour survivre dans leur position d'épouvantail les rongent au-dedans. Il n'y a plus rien que leur vide prolongé à un ordre établi à faux sur telle parcelle du monde seulement parce qu'elle vous nourrit un peu plus que besoin par le faux respect des signes. Et un troisième vient au-devant et dit « Voici le dit de l'ordre social ». Dire la misère de celui qui dit à un autre « Fais ceci ». Dire la misère de celui qui signe un imprimé et dit « il aura ceci », misère de celui qui tourne le dos pendant que ceux qui lui obéissent s'en vont à tous les autres, que lui ne commande pas parce qu'il ne le pourrait pas, les yeux dans les yeux. Misère de ceux qui exhument traces et fatras et cautions et contrôles. Misère de ceux qui protègent leur niche en tenant l'autre à distance et disent « tu arrêteras là où mon ordre commence ». Misère de ceux qui acceptent et se cantonnent, de ceux qui plient et qui ne parlent que derrière le dos, et ceux qui se vengent en riant, mais font quand même misère de toute violence hors de soi-même exercée. Et c'est encore image de la ville, celui qui, au 4e sous-sol du parking de la gare, a son sac de couchage et son sac, et celui qui, dans la rue piétonne, à 7 heures, regarde les poubelles et cherche à manger, et celui qui s'est introduit dans une chaufferie d'immeuble et dort sur un carton, et celui qui, sur le parking de l'hypermarché, a dormi dans sa voiture parce que c'est le seul toit qui lui reste, et celle qu'une amie de rencontre a hébergée sur un matelas dans sa chambre, et celle qui est restée assise dans le carré vitré de la gare et maintenant cherche où dormir, et celui qui a voyagé toute la nuit dans un train sans billet et remonte maintenant vers le centre-ville, et celui qui a servi de gardien dans un immeuble de bureau ou avec machine et alarme, et maintenant boit un café au comptoir avant de rentrer dans sa chambre sans machine ni alarme, et celle qui tôt le matin nettoie les sols parmi les mannequins de vêtements dans les magasins, et à cette heure où elle est venue dans la rue commerçante ne croisait que des femmes comme elle venant pour nettoiement et mise en ordre, et celui qui est à l'arrière du camion diesel fumant noir pour ramasser les séries de poubelles dans les quartiers mornes de Pavillon, et celle qui attend 10 minutes avant l'heure en plein hiver, ouverture de la garderie pour laisser 2 enfants endormis et capuchonnés, et tout cela qui fait la ville dans ces moments de bascule fragile quand soi-même on marche depuis la gare longtemps avant l'heure qui ici nous requiert, qu'on a préféré le train de nuit et qu'on s'assoit sur la banquette de cuir noir du café qui ouvre avec les odeurs du tabac froid de la veille, la radio mise trop fort, le courant d'air qui ramène jusqu'ici les odeurs d'échappement de la ville, qu'on s'obstine à différencier des visages qui résistent parce que ce qui nous les livre est pour eux le quotidien répété et usé, et c'est dans cette ville-ci au bord du fleuve près de la mer comme dans cette autre au débouché des montagnes où gît le minerai, ou encore ces villes du sud avec leurs maisons ocre et les rues étroites, ou celles qui les résument toutes en amphithéâtre sur la mer rigide comme ses sœurs à l'autre bout du pays, balayées par le vent d'ouest et livré aux cris des oiseaux de mer, comme enfin dans la plaque grise et tentaculaire où de l'une à l'autre il faut changer de gare, et où toujours encore on marche, et cette manie que tu as eue d'arriver toujours à l'aube dans les villes comme s'il y avait à y faire, comme si un miracle pouvait advenir, ou bien qu'elle délivrerait quelque chose de plus dans leur visage mal débarbouillé de l'aube à Venise même cet hiver, sous la neige, bien avant le jour, ou Bombay après l'avion, dans le taxi, vitres ouvertes, et la ville qui se désagrège comme elle endort et lamine ceux qui traversent le spectacle immobile de ces images. Celle qu'on dit l'imprécatrice. On l'avait croisée dans cet escalier du métro à Paris,
où elle criait, mais comme pour soi seule, s'enfournait dans le souterrain, mais ressurgissait sur ce même quai 10 mètres plus loin et reprenait son manège. Et elle était montée aussi dans le train, dans le même wagon, mais alors se taisant, bougonnant seulement, une rage contenue à l'intérieur, qu'il lui fallait les escaliers et marcher pour déverser, qui a déjà paru 2 fois au bord du plateau, maintenant dans un éclat violent des lumières, chant troisième et bref, de l'impatience dans la ville. Ville de circulation sans visage, ville de tous ces trajets refaits, ville de niches assemblées où disparaît le singulier, ville des comptes assénés et d'une mesure quantitative des hommes, ville de grouillements et de rumeurs, et dans chaque anfractuosité un animal rapace ou de ces bêtes à antennes et pinces. Et là, ce qui joue sa propre résistance et sa continuité propre, ville de souterrains qui enferment et font ventre et l'amorce de toute rampe verte dessous la ville. Ville de parpaings dressés, et si on les enlève, milliers de silhouettes nues, levées jusqu'en plein ciel en toute position de l'activité ordinaire et du défoulement obscène, le laisser-aller de tous, solitaire, le laisser-pardon. Ville de parpaings dressés, et si on les enlève, milliers de silhouettes nues, levées jusqu'en plein ciel, en toute position de l'activité ordinaire et du défoulement obscène, le laisser-aller de tout, solitaire, hors regard. Ville morte contenant ses morts à ses bornes, et organisant parc pour ses morts, vaste comme elle-même est vaste. Ville des hommes, car les grandes villes sont décomposées et perdues. Et le philosophe ou penseur, aux bras maigres, au menton sec et front haut, habitué au reflet des comptoirs et continuant seul quand chassé au trottoir de la ville, hébété, trop souvent titubant, revient, passe et dit « agression sur l'homme ». Débarqué de sa quotidienneté, renvoyé vers le fondement de toute chose, le pensée même qui se retourne et dirige contre l'homme son agression pure, être touché et compris en toute interrogation qui, aux choses obscures, se jette, pensée est une affaire désespérée qui use, qui y tombe. Perdue dans les ombres parce qu'elle se refuse à inventer de fausses faces lumineuses. Pensée est une lutte, un monstre devant soi que ses mains affrontent à main nue. Je veux penser, et le risque, et la peine, et la perte que c'est. Dit du narrateur, désignant loin de lui ce qui surgit de l'ombre. Dit de l'errante, et l'errante dit errante, seulement errante. Et passant dans les rues au plein milieu du jour, les pupilles étroites dans l'œil agrandi et le ventre raide et dur, et le pas quelquefois plus flou. À moi, il ne parle pas. Errante. Et d'une ville à une autre, les combine pour aller dans les trains, qu'ils vous descendent. La carte d'identité dans les chaussures, ils n'iront pas la trouver là. Je leur dis, dressez l'amende, que m'importe, voilà mon adresse, la même où vous me laissez. Errante. Et les rencontres qu'on a, les seules de notre race, et comme on se reconnaît à ce partage des pupilles et du ventre et du flou, et les courses qui nous mènent du nord au sud, et telle ville à telle autre, selon leur réputation et le moment. J'ai dormi dans des squats, bâtiments en chantier, le trou noir de l'ascenseur comme du fond de la terre jusqu'aux étoiles, une percée dangereuse. Les hommes se sont empalés sur le sol et nous seuls, qui prenons là nos nuits dans des cartons, savons mieux le partage, la cigarette échangée, l'adresse donnée. J'ai dormi dans des caves quand des immeubles au soir on pousse la porte laissée ouverte du local des poubelles et qu'on fuit au matin avant que d'être prise. Et le mal et la douleur, et les mains gonflées et les doigts. Regardez-les, ils sont raides, et les pieds qu'on n'ose plus enlever des chaussures avec ces rougeurs sur la peau. On préfère bien parfois tirer entre soi et la ville, rideau d'inconscience. Et alors, errante,
et toutes les histoires qu'on recueille. Et tout ce que vos frères vous disent et racontent parce qu'ils vous savent leur sœur et l'aventure est la même. Et chacun que vous voyez a pris son masque extraordinaire, personnage en cavalcade sur fond de nuit et de mots incroyables. Je sais le croissant offert et la manche devant la poste et le ciel qui dangereusement tourne en spirale quand on a faim et froid dans le vent de la ville et puis l'attente sur un banc de ciment. On repart. Et ce qui vous pousse et talonne, on ne sait pas le nommer, errante, parce qu'on en a envie. Là, devant vos immeubles, parce qu'on sait bien, aux rideaux d'une cuisine, à l'ampoule d'une chambre, quelles cases sont occupées et quelles autres cases dans la ville dépendent du jeu de remplissage et vidage, retour du travail, et comme dans les ports, la marée, vous, dans vos boîtes, que ne nous rejoignez-vous sur nos routes, l'art très haut d'ignorer les lois et les amitiés d'une heure. Vous dans vos boîtes qui ne sauraient jamais avoir accueilli pour une nuit l'errante. Le narrateur annonce ce qui dans l'ombre est dialogue, surgissement provisoire d'une scène jouée, même ainsi ne pouvoir briser cette sphère qui dans la ville isole les êtres. Il y a un homme et une femme encore, l'errante, l'homme de la rue, ou bien si c'est l'homme et la femme du début, visages indistincts, n'affirmant que la scène qu'ils jouent. Tout au long de cette passerelle au centre du texte, la lumière a changé. Elle, j'ai pleuré devant. Elle, j'ai pleuré durant des heures, puis je suis tombé d'épuisement. Lui, je t'avais vu vers la gare, je me suis arrêté, je suis venu près, tu étais debout, appuyé à un poteau, voilà, tu étais là, les larmes dans les yeux, mais tu n'étais pas avec ceux qui ici s'abandonnent au trafic illicite. D'ailleurs, tu marchais, tu t'enfonçais dans le soir et la ville et le bruit sur nous était immense, un grondement comme soudain suspendu ou terrible. Elle, je restais éveillé toute la nuit, les tempes battantes, le front serré dans un étau. Je déteste cet homme qui dort de l'autre côté du lit, j'en ai peur. Comment peut-il dormir à côté, en toute tranquillité, après ce qu'il vient de faire? Lui, maintenant tu remontais vers le centre. Quand on a traversé le quartier du marché, les bars encore étaient ouverts et bruyants. Tu marchais doucement comme de regarder devant toi quelque chose à terre, ou bien au contraire, t'adressant au ciel avec des yeux, j'ai pensé, des yeux perdus. Que demandais-tu au ciel? Elle, en ce qui me concerne, c'était décidé, ma décision prise. Mais ma sœur, elle n'a rien à dire. Je me sens coupable à en mourir. Comment ai-je pu l'entraîner dans cette histoire? Je connais la réponse. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Lui, sur la grande place, enfin, tu t'es arrêté à l'arrêt de bus, tu t'es assise. Un garçon écoutait de la musique avec des écouteurs. C'est lui que tu regardais. Ta détresse semblait telle qu'avec sa musique, il s'est éloigné. Sur le banc, près de toi, je suis venu. Mais tu ne savais pas être immobile, tu bougeais, jambes et bras ou la tête, et moi, près de toi, je n'étais qu'une statue habillée. Elle, cette même nuit, en faisant défiler mes souvenirs, des milliers de souvenirs, je voyais bien les quelques moments de joie, toujours plus ou moins liés à la souffrance. Lui, tu t'es relevé. On était dans cette longue rue piétonne, mais à cette heure si vide que le pas y sonnait très loin. Même pour que tu ne t'aperçoives pas, je regardais ton reflet dans la vitre. Maintenant, il n'y avait plus de vitrine. Je t'ai dit, est-ce que je sais ce que je t'ai dit? C'était très banal, quelque chose comme... Et toi, tu m'as découvert, tu as frissonné, et moi, ce frisson, j'ai pensé que peut-être il était lié à tout ce qui tombait dans cet instant, ton regard dans le mien, et pour moi, un abîme vert. Si j'avais osé, c'est cela que je t'aurais dit, te prendre dans mes bras, te porter, s'il faut, t'emmener où tu veux. Toi, tu m'as dit, quelle importance, ce que tu as dit. Elle, j'avais beau pleurer, personne pour me réconforter, c'est de ma faute, avait-il dit, c'est de ma faute. J'avais beau hurler comme si personne ne m'entendait, lui. Sais-tu, ce courage, jamais. Je ne l'avais eu, on ne sait pas ce qui vous prend, ni l'audace. Non, ce n'est pas ma nature, ni mon habitude. Je t'avais dit, venez, on va boire quelque chose, vous en avez besoin.
Venez, venez, voilà, ça y était. Tu me suivais, on s'asseyait plus loin dans ces vieilles rues. Toi, tu ne me parlais pas, mais tu étais près de moi. À un moment, tu m'as souri. Moi, je disais, racontez-moi si vous voulez, ne dites rien si vous préférez. Tout va bien, tout va mieux ici, aucun danger. Elle s'efforçait de se dire que la vie continue toujours. Ce qui m'est arrivé serait arrivé à n'importe quelle autre fille. J'étais restée silencieuse tout ce temps, je le reste encore. J'ai peur, j'ai honte. Il m'a humiliée. Je me sentais différente des autres, salie. Lui, puis moi je savais plus. J'ai dit, venez si vous le voulez, nous marcherons un peu. On allait vers les lumières. Le théâtre était encore illuminé. Puis tu as pris vers les quais. Elle, la nuit, les nuits, j'arrête pas de faire des cauchemars. Je revois ce qu'il m'a fait. Il a détruit ma vie. Pourquoi moi? Pourquoi? Lui, tu étais là près de moi, docile, étrangère, lointaine. Pourtant à mon bras, maintenant, et ce mot « maintenant », puisque nous partagions des phrases brèves, échangions ce qui avait trait à la vie ordinaire, et je découvrais comment le mot « maintenant » était une telle immense barrière à tout ce qui des paroles l'aurait débordé. Ni hier, ni demain, ni avant, ni plus tard, et rien de ce que tu étais avant ce moment de ton regard dans le ciel, de ma parole à l'arrêt des bus, et rien non plus du bout du voyage, ni même si c'est un voyage et où ça s'arrête, à part maintenant. M'as-tu réellement parlé? On marchait toujours. Comme si cette ville était un appel à marcher, une possibilité offerte à marcher sans jamais cesser. Elle, dans la journée, j'y pense pas. J'ai mes amis autour, celles qui m'ont aidé, celles qui m'aident toujours. Maintenant, ça va mieux. Quand j'y pense, non. Lui. Alors moi, je t'ai dit, avez-vous où loger? Avez-vous où dormir? Où sont vos affaires? Et tu me répondais que tu n'avais pas d'affaires. Que tu allais comme ça dans la ville, que revenir, non, tu ne le pourrais pas. Tu disais et répétais, et c'est tant pis, moi je t'ai dit, venez, j'ai de la place où loger, je vous donnerai ma chambre. Et la première nuit, c'était ainsi, j'ai dormi par terre dans la pièce à côté. Qu'est-ce que ça pouvait faire? C'est ainsi que tu es resté, mais rappelle-toi, la première chose que tu as voulu t'acheter, c'était pas pour ce qu'on imaginait le plus nécessaire au renouvellement des vêtements et l'hygiène, simplement une valise que tu as voulu bon marché, moi qui t'assurais, puisque ça ne me gêne pas, je vous dis, puisque je vous dis que c'est de bon cœur. Et tu l'as rapporté jusqu'à ma chambre, ta valise jaune. On avait même pris un taxi, c'était une de ces rues très longues aux maisons à peu d'étages, sans numéro. On ne les reconnaît pas. Elle, c'était ma faute, il disait encore, que c'était moi qui l'avais provoqué, mais c'était sa version, à lui. Lui, quelquefois je sais plus, je suis là, à cette table, les mains sur le visage. Je t'aime et nous vivions ensemble. La valise toujours sur la chaise et je regarde ton regard, l'abîme vert dans le ciel et cette demande que tu fais. Est-ce à moi qu'elle s'adresse? À cela jamais tu ne m'as répondu. Une fois je t'ai dit, me poseras-tu une question sur moi? Et tu m'as répondu, pourquoi? Elle, dans cette pièce noire de la maison que je connais par cœur. Je n'oublierai jamais cette nuit, lui, et ce soir, c'est moi qui marche dans la rue piétonne déserte, puis parmi ces groupes avec chiens qui sont sur les bancs près de la gare. Cette ville est un brouillard et je marche, j'étais perdu. Cette ville appelle la nuit et moi dans la nuit j'attends, je marche, j'attends. Elle sans impatience, non jamais. Lui sans impatience, non jamais. Retour ambiance début, image fixe ou animée au fond, projetée en noir et blanc de la ville réelle, l'homme, la femme. Elle dit, et l'inventaire est jaune des maladies de la ville et son visage même, les murs et l'air même. Il dit, l'inventaire est jaune et vous lève les bras et raidit les pieds au sol tant qu'on en tremble. Cette chose en vous qui ronge. Elle dit, ils vont par les rues et ce qu'ils ramassent ou arrachent, ils le projettent et cassent. Avec eux marche la destruction, le ravage et le feu et leur rage pourtant est juste et la force qui les déborde dans les bras, dans le dos. Les voitures renversées, les incendies allumés, se jeter à 20 sur d'autres qui représentent l'eau
tableau immobile de l'ordre. Il dit cette chose qui vous ronge et vous prend. Elle dit un orage avait pris la totalité du ciel, mettant à la ville comme un plafond noir. Il dit cette chose qui vous ronge et vous prend, vous jette contre les murs, vous au-dedans tordu et blanc. Elle dit la rue au lendemain matin, avant même les balayeuses, étendues de papiers et boîtes et débris, plus des traits à la peinture sur les murs, les mots désormais chuchotés par le ciment même entre les vitrines détruites, faibles et inaudibles presque, d'être ravalés au cygne et non plus hurlés ensemble, et le silence de tout et la réprobation de ceux qui sont restés au bord et muets, ceux qui au matin ramassent les débris et vitres et enlèvent les voitures incendiées. Il dit la ville parfois sur nous, terreur. Elle dit la ville tout entière comme une chambre où on marche sans fenêtre et sans ciel qu'elle-même. Cesse la projection des images. Dit du narrateur, traversant les planches comme à désigner derrière lui l'espace vide, à éclairage uniforme. Chant ultime de celle qui maudit la ville, c'est une femme d'âge, qui vient là, drapée, et se redresse, et fixe en son corps comme si le monde entier tout autour d'elle était fixe pareillement, et que tout cela pourrait basculer infiniment dans l'univers et l'effondrement des galaxies sur elle-même, qu'elle garderait cette même fixité droite et serrée d'où surgissent les mots qui accusent et maudissent, et aussi commencerait disant « Impatience ». Ils seront brisés, les murs. Ce qu'ils ont fait sera détruit. Et la nuit remplacera les lumières et casser les rues et leurs chambres. Elle disparaîtra, la ville, enfouie dans ses propres décombres, et sur ces décombres viendra poussière stérile. Ils seront dessous, ils n'auront même pas les cases régulières de la mort. Oui, seul je marcherai, continuerai de marcher, criant sur eux et leurs décombres. Fini votre ville, enfouie vos chambres, et vous-même maintenant sous la poussière stérile. Te rappelles-tu, cette lumière de lune et l'argent tombant sur le dôme gris et l'étendue grise à l'infini, brillante et légèrement de leur monde enfoui, et moi je marchais, j'allais en parlant, te souviens-tu, j'allais vers toi et ronger leurs ferrailles. Le bruit des moteurs se retourne contre leur mécanique et les vitres et la tôle se referment sur ceux qui les conduisent, et comme dans une poigne géante qu'on referme leur rue et leur monde, et les visages sont visages d'effroi, et les bouches se tordent, et les mains s'appliquent sur les oreilles pour ne plus entendre, et comme dans une main géante qui se resserre et écrase, on entend craquer ensemble le fer et les corps, la tôle et les os. Te souviens-tu, nous montions sur le dôme vide. Tu disais, dessous sont les hommes du monde vieux. Dessus, nous sommes main et main, marchant ensemble sous lumière de lune. Et les vitres s'écrasent de tout en haut, le faux ciel de la ville. Les fenêtres volent et se brisent, et l'air est une transparence de verre tombant comme pluie avec un bruit même, et le sol est cet émiettement d'éclat, et leur monde est troué, et leur monde n'a plus de vitres, plus de miroirs. Au visage terne, ils vont, les mains plus de, mais leur monde n'a plus de vitres, plus de miroirs pour visage terne. Ils s'en vont les mains en avant dans le noir, et les vents passent désormais dans les murs, et continue ce bruit maintenant infini de verre qu'on émiette. Je recommence, et les vitres s'écrasent, et de tout en haut du faux ciel de la ville, les fenêtres volent et se brisent, et l'air est une transparence de verre tombant comme beau pluie avec un bruit même, et le sol cet émiettement d'éclat. Leur monde est troué, leur monde n'a plus de vitres, plus de miroirs pour visage terne. Ils vont les mains en avant dans le noir, et les vents passent désormais dans les murs, et continue ce bruit maintenant infini de verre qu'on émiette. Te souviens-tu, nous marchions pieds nus sur le sol très doux de poussière grise, et derrière nous pourtant nulle empreinte, nous marchions
Plus rien ne marquait que nous étions de ce monde. Il n'y avait plus, disais-tu, que toi, que moi, nous allions sur le dôme gris et marchions tout à l'infini de la terre et des lumières. On sentait sur nous, me disais-tu très bas comme un souffle léger et tiède à la fois dans le silence de tout. Et les murs se replient. Le ciment s'élève, le béton se courbe, tout vole comme la coque d'un œuf qu'on serre et des pans idiots de bâtiments entiers sont jetés dans les airs et s'immobilisent avant que la poussière s'en saisisse et le sol même se hérisse et tremble et les fissures gagnent, s'allongent. Et tout cela dans un grondement d'en bas, un grondement que le ventre entend et le sent, mais pas les oreilles, ces fragments de terreur nus. Tout du monde un instant semble en suspens, le poids de toute chose devenue leur présence même, avant que tout se brise. Te souviens-tu, il n'y avait plus de temps, ta main petite dans la mienne et ton corps maintenant dans mes bras. Je te tenais, je te portais, tu n'avais pas de poids et ta tête sur mon bras en arrière légère et moi je marchais, moi je te disais au bout du dôme est autre lumière et plus rien d'eux qui ne viennent jusqu'à nous et plus rien qui maintenant ne gêne notre marche et plus rien qui vienne entre ta main et ma main pour distendre nos corps. Terreur, sur eux terreur, effroi et le brisement de tout et les vitres et les tôles et le béton et les rues et leurs visages fades et leurs membres trop grêles, grondements qui les emmènent, la ville tombe et s'écrase les tôles. Ah, ils ne veulent pas entendre ce qui dit leur instant même et ce qu'ils ne veulent pas voir de la ville qui les enferme. Ils se croient saufs et marchant dans les choses nettes et définies. Ils prétendent qu'il n'y a pas ce bruit. Moi je leur dis, moi je vois, moi je crie et hurle. T'en souviens-tu, nous marchions dans la rue, ta main dans ma main et moi je n'ai rien vu, rien entendu. La moto et l'autobus, la moto doublait l'autobus, nous on voulait le prendre, on l'attendait, la moto n'avait pas le droit. Ils ont dit, la moto n'avait pas le droit, la moto n'avait pas le droit, la moto n'avait pas le droit. Nous traversions pour prendre le bus, ta main dans ma main, c'était l'instant, le bruit, et puis ton corps contre mon corps, un éclair rouge, la moto horizontalement frappée qui sur nous dérape. Ton corps, mon enfant, ils me l'ont pris. Moi je ne sais plus rien. Moi je dis seulement qu'elle soit maudite, leur ville. Et se brisent leurs murs, et se brisent les vitres et les tôles, et les motos et les autobus, et le ciment et toute voix prétendant à fausse raison de leur monde faussement raisonnable, que la poussière les prenne sous le dôme gris de la ville d'aujourd'hui, comme ils t'ont mis dans l'alignement des cases grises de marbre et faux granit, avec juste ton nom écrit. Moi je refuse, moi je dis, maudite la ville, t'en souviens-tu? Nous allions sous les rayons de lune. Voilà ce que dit l'imprécatrice, celle qui a basculé, dit le narrateur. Non, plus de romans, jamais, mais cueillir à la croûte dure ces éclats qui débordent et résistent. Non, plus d'histoire, que ces bribes qu'eux-mêmes portent et comme avec douleur remuent sans s'en débarrasser jamais. Plus de tableaux qui unifient et assemblent, mais dans le dispositif noir, laissez résonner ces linéaments dispersés d'images et de sons, le grossissement des visages abîmés, et tout ce sur quoi on achoppe soi-même pour dire plus de calme, mais l'agitation. Se porter soi-même à cette rencontre des éclats où on achoppe et le mal qu'on se fait et le poison qu'on s'injecte et la dureté que c'est de continuer ici dans le grondement et la répétition et l'usure et l'arrogance et les banques et les bureaux et les vitres cassées des usines et ceux qui au coin des rues sont là parce qu'il n'y a plus rien à faire et en pleine matinée sur les dalles des immeubles ceux qui passent parce qu'ils n'ont pas ailleurs où aller et se forcer d'entendre et collecter et rapporter la masse disparate et l'immense agrégat de toutes bribes de mémoires et d'itinéraires et de noms et d'histoires et renvoyer ça ici dans le dispositif noir pour que tout y résonne
et soit renvoyé vers la ville qui, à force de grondements, se refuse à rien entendre, qui creuse ses complexes de cinéma pour que les voix assemblées étouffent le raclement qui reste des hommes sur son ciment, qui met jusque dans les supermarchés et les marchands d'habits la même musique mutilée pour qu'eux-mêmes ne se rendent plus compte du bruit que font leurs corps sur le ciment de la ville. Le bruit qui reste du frottement des mains sur le ciment et par quoi pourrait venir encore l'idée que parler on peut encore, que parler on sait encore, que raconter on le pourrait encore, que le roman encore serait possible, celui qui surgirait de toutes voix et musiques et images rassemblées que la ville tient à distance et sépare et mutile. Et pourquoi alors on est là? Et qu'est-ce qu'on y fait? Où on va? En s'obstinant à l'emploi écrit des mots et bâtissant dispositif noir, ici, qui les concentre dans la ville. Non, plus de roman, mais... Et à la fin, je la laisse comme j'avais laissé le tout début. Voilà, c'était le soir, le calme, le silence. C'est pas la même chose de lire là, avec environné de nuit, juste la lumière là, les deux petites lampes là, qui m'éclairent. J'avais envie de langue, et puis savoir que la langue, il fallait que tu allais la chercher en toi. Et c'est là où je vais reprendre là, dans le garage. Impatience. C'était quoi la langue au fond de toi quand tu savais la sortir? Vous savez ce que c'est écrire? C'est ne pas sortir vainqueur de soi. Le texte est de 1998.